Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau cours intitulé l'obésité. Voici donc le plan que je vous propose pour ce cours. D'abord une introduction, ensuite on verra ensemble la biochimie de l'obésité, les causes de cette maladie, le diagnostic et les types d'obésité, avant de parler donc des complications liées à l'obésité, et on finira avec les traitements avant de conclure donc notre cours. Alors aujourd'hui, nous allons explorer, comme je viens de vous dire, un sujet de santé publique passionnant mais crucial, celui de l'obésité. L'obésité est le 5e facteur de risque de décès mondial. La perception des obèses a beaucoup changé et évolué en fonction du temps. C'est une véritable pandémie qui touche aussi bien les pays industrialisés que ceux qui sont en voie de développement. Et dans ce cours, nous allons plonger dans les complexités de l'obésité, examiner ses origines, ses implications, et discuter ensemble des stratégies possibles pour la prévention et la gestion. L'obésité, bien plus qu'une simple question d'apparence physique, c'est un cas médical complexe. Il est caractérisé par un excès de graisse corporelle. Nous allons découvrir comment l'obésité est mesurée, quels sont ses indicateurs, et pourquoi il est important de comprendre ses implications pour la santé. Alors définissons d'abord ce que c'est que l'obésité. Pour l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, l'obésité est une accumulation anormale et excessive de la graisse corporelle qui peut entraîner des conséquences néfastes pour la santé. Et l'OMS a placé sa prévention comme priorité dans le domaine de la pathologie nutritionnelle. Alors si on veut simplifier la définition de l'obésité, on va dire quand on a un poids normal du corps qui est plus ou moins constant sur une période déterminée dans le temps, et si on gagne un poids supérieur à 20% du poids normal du corps, là, il faut faire attention parce qu'on peut rentrer dans ce qu'on appelle l'obésité. Donc retenez bien, si spontanément on gagne quelque chose de plus de 20% de notre poids normal du corps, là, c'est sûr qu'on est dans l'obésité. Alors voyons un peu d'histoire pour voir un peu l'évolution de cette maladie au cours donc de notre vie humanitaire, et on va essayer de subdiviser les périodes en 3. D'abord l'Antiquité, qui est une période qui est juste après la préhistoire et avant le Moyen-Âge. Ensuite on verra la période de la civilisation grecque et romaine du 8e siècle au 5e siècle, ou à la fin du 5e siècle, c'est-à-dire la chute donc de la civilisation romaine. Et puis on va voir la période d'aujourd'hui, la période actuelle dans laquelle on vit aujourd'hui. Donc dans l'Antiquité, être gros était un signe de richesse pour les hommes et de beauté pour les femmes. C'était un symbole d'une nourriture abondante, à accès facile et régulier. Et le manque de graisse était considéré comme signe de maladie. C'était mal vu. Cette vision n'a disparu qu'avec l'avènement du christianisme et le développement des sciences au Moyen Âge, où la sveltesse du corps prenait de plus en plus de l'importance. Et pendant la civilisation grecque et romaine, Hippocrate, qui est un philosophe et en même temps un scientifique, il remarquait que l'obésité réduisait l'espérance de vie et que la mort subite était plus fréquente chez les obèses. Le premier conseil pour maigrir était donné par les médecins grecs et romains. Ils demandaient aux personnes obèses de manger une seule fois par jour, de faire de l'exercice physique avant de manger et de ne pas trop dormir. Donc on comprenait déjà pendant cette période que l'alimentation avait une influence majeure sur la santé. Et puis aujourd'hui, dans la période actuelle, en 1997, l'obésité est reconnue enfin comme maladie accompagnée de risques divers. Et comme vous le savez, aujourd'hui, il y a une survalorisation de la minceur.
dans les publicités et partout, donc dans les réseaux sociaux, etc., être mince est synonyme d'être beau. Alors voyons maintenant en détail un peu la biochimie de l'obésité. Et pour aborder ce problème, donc ce chapitre de biochimie, je vous invite à aller voir un peu mes cours sur le métabolisme des acides gras, le métabolisme des lipoprotéines et le cours sur le diabète. Parce que je donne beaucoup de détails qui peuvent donc vous aider à bien assimiler ce cours sur l'obésité. Alors l'énergie, elle est principalement stockée dans l'organisme sous forme de triglycérides. Ça, tout le monde le sait, au niveau de ce qu'on appelle le tissu adipeux. C'est-à-dire là où il y a des cellules qu'on appelle les adipocytes. Ces réserves lipidiques, 15 kg en moyenne, ils représentent 80 fois celles des glucides et sont mobilisés en cas de besoin énergétique. Donc, comme vous le savez, dans le cas normal, quand on a besoin donc de faire un exercice, de faire un effort mental ou autre, on a besoin d'énergie. Et cette énergie nous provient d'abord des glucides. Mais quand les glucides ne suffisent pas, à ce moment-là, les cellules font appel donc aux lipides. Et en cas d'obésité, le nombre et la taille des adipocytes, donc ces cellules qui stockent les lipides, leur nombre va augmenter suite à une stimulation alimentaire, par exemple par les acides gras, ou bien hormonale, par l'insuline et les corticoïdes. Et cette réserve lipidique, c'est le résultat d'une estérification des acides gras qui proviennent donc des lipoprotéines, VLDL, donc synthétisées par le foie, comme on va le voir tout à l'heure dans les diapositives suivantes, et par les chylomicrons au niveau de l'intestin, ou bien par des acides gras synthétisés par l'hypogénèse quand la concentration de l'ATP et la concentration du glucose sont fortes dans la cellule. Donc, retenez bien, deux voies qui expliquent donc le stockage donc des lipides au niveau des adipocytes, soit la masse graisseuse vient des lipoprotéines, VLDL ou chylomicrons, par l'action bien sûr d'enzymes spécifiques qu'on appelle les lipoprotéines lipases, et les acides gras issus donc de cette attaque enzymatique vont s'acheminer vers l'adipocyte et stocker sous forme de triglycérides, soit l'autre voie possible quand on a une concentration très forte en ATP, c'est-à-dire l'énergie est disponible, et quand on a une concentration en glucose très forte aussi dans la cellule. Dans ce cas-là, le glucose va subir la glycolyse, on va obtenir notre pyruvate, et notre pyruvate va subir une décarboxylation oxydative pour nous donner l'acétylcoenzyme A. Seulement, comme on a une forte concentration en ATP, on n'a plus besoin d'ATP. Donc, l'acétyl-CoA ne va plus s'acheminer vers le cycle de Krebs pour former de l'ATP, mais il va entamer la voie de Wekil pour former des acides gras. Et ces acides gras vont s'acheminer, comme tout à l'heure, vers l'adipocyte pour former des triglycérides et être stockés sous cette forme graisseuse. Alors maintenant, on va voir l'action d'une hormone que vous connaissez très bien, l'insuline. L'insuline, c'est une hormone très importante parce qu'elle va avoir un effet à la fois sur le métabolisme des glucides et sur le métabolisme des lipides. Donc, elle va jouer un rôle très important dans l'obésité. Alors, je vous rappelle un peu le rôle hypoglycémiant de l'insuline. Donc, l'insuline va jouer sur plusieurs niveaux, au niveau du foie ici et au niveau de l'adipocyte ici à droite. Donc au niveau du foie, l'insuline va encourager la captation du glucose via son récepteur GLUT4. Ce glucose, une fois à l'intérieur du foie de l'hépatocyte, donc, va soit être dégradé pour tirer de l'énergie, soit le glucose va être transformé en triglycérides via donc le glycérol phosphate, soit, comme vous le voyez ici,
l'acétyl-CoA, donc issu du métabolisme glucidique, va subir donc des transformations pour former ce qu'on appelle des corps cétoniques. Et cette situation, la cétogénèse, se passe uniquement au niveau du foie quand on a un manque d'alimentation. Donc quand on a un manque d'alimentation, le foie va fabriquer des corps cétoniques et ces corps cétoniques vont donc jouer le rôle de composés énergétiques en attendant l'arrivée du glucose par voie alimentaire. Une autre réaction qui se passe uniquement au niveau du foie, et là ça vous montre un peu l'importance de cet organe, c'est la néoglucogénèse. Le foie, en effet, le seul qui peut fabriquer du glucose à partir du pyruvate, du lactate, du glycérol et de certains acides aminés glucoformateurs, comme l'alanine par exemple. Donc, retenez bien, l'insuline va encourager l'entrée, la captation donc du glucose pour éviter qu'il reste au niveau du sang. C'est pour ça il a un rôle hypoglycémiant. Le glucose, une fois rentré, on va favoriser sa disparition, soit sous forme de glycogène, par glycogénogénèse, et cette réaction se passe aussi au niveau du muscle, je vous le rappelle, et l'insuline va aussi favoriser le stockage des lipides au niveau du foie, en encourageant la lipogénèse et en inhibant la néoglycogénèse, en évitant donc de refabriquer du glucose à partir donc de composés non glucidiques. Voilà. Au niveau de l'adépocyte cette fois-ci, l'insuline, comme tout à l'heure au niveau du foie, va favoriser la captation du glucose via toujours ces récepteurs GLUT4. Et une fois à l'intérieur donc de l'adépocyte, l'insuline va favoriser la transformation de ce glucose sous forme de triglycérides via le glycérol phosphate. Voilà. Une autre voie aussi que l'insuline va encourager, c'est la lipolyse donc des lipoprotéines pour libérer donc les acides gras et se transformer en triglycérides. Donc tout va dans le sens de l'augmentation donc du stockage des lipides sous forme de triglycérides. Et ici, au niveau du foie ou du muscle, tout va dans le sens de la transformation du glucose sous forme de stockage de glycogène. Donc voilà les effets donc de l'insuline au niveau du foie et au niveau de l'adépocyte. Retenez bien, au niveau du foie, l'insuline favorise le stockage à la fois du glycogène et des lipides, et au niveau donc du tissu adipeux, l'adépocyte, l'insuline va favoriser le stockage des graisses. Bien sûr, je vous rappelle ici, j'ouvre une parenthèse, il y a des hormones qui font l'effet contraire donc de l'insuline. D'accord? Donc l'insuline qui va donc favoriser donc le stockage, ici il y aura l'adrénaline et la noradrénaline. Ces deux hormones, au contraire, vont favoriser la lipolyse et libérer donc des acides gras à partir des triglycérides. Voilà, et quand on va s'attaquer aux triglycérides, on va libérer des acides gras qui vont donc quitter l'adépocyte pour aller vers le foie, pour être métabolisés. Et les acides gras ne voyagent pas libres, mais au contraire, ils vont voyager sous une forme lipoprotéique. Ce sont des protéines albumines qui sont synthétisées d'ailleurs au niveau du foie, qui vont faciliter donc le transport de ces acides gras pour aller vers le foie ou vers d'autres sites utilisateurs. Encore une remarque, l'adépocyte n'est pas seulement un sac de graisse, il peut synthétiser aussi des hormones parce qu'il peut jouer un rôle donc de glande endocrine puisqu'il va synthétiser plusieurs hormones, les adipokines comme la leptine, les d'autres facteurs donc de croissance, l'interleukine 6 et l'interféron alpha qui sont des facteurs donc qui jouent un rôle dans le système immunitaire. Et toutes ces hormones, ces facteurs donc vont voyager pour aller jouer un rôle au niveau du muscle, du foie, de l'hypothalamus, etc. Donc retenez bien, l'insuline a un rôle hypoglycémiant, évident, mais elle a aussi d'autres rôles
par exemple, stimuler le dépôt des graisses au niveau de l'adépocyte. Et au niveau du muscle, l'insuline, il va favoriser aussi la captation du glucose et son utilisation par la glycolyse pour être donc dégradé et tirer l'énergie qui est nécessaire à la contraction donc du myocyte, de la cellule donc musculaire, ou bien il va faire disparaître ce glucose en favorisant donc la formation du glycogène, ce qu'on appelle la glycogénogénèse. Voilà donc les rôles de l'insuline qui sont très importants au niveau du foie, du muscle et de l'adépocyte. Donc voilà, ici je vous montre un peu les 3 sites, donc tissu adipeux, muscle, foie et les cellules utilisatrices, avec ici l'ensemble des réactions qu'on trouve les plus importantes au niveau des muscles et du tissu adipeux, et ici au niveau du foie. Et on voit que le foie ici peut faire certaines réactions que les autres ne peuvent pas le faire, notamment la néoglycogénèse. Une remarque très importante ici, plus il y a de graisse, et plus on a besoin d'insuline. Et en cas d'obésité, le pancréas qui est responsable de la synthèse de l'insuline, les cellules bêta du pancréas, le pancréas va être surmené dans le cas d'obésité parce qu'il y a trop de graisse. Et quand il y a moins donc d'insuline fabriquée par le pancréas, ça développe, ça permet donc de passer à un développement donc de diabète. Parce qu'il y a une hyperglycémie qui va s'installer chez les obèses. Et chez les obèses aussi, on a un autre cas très important, c'est l'insulinorésistance. L'insulinorésistance, c'est-à-dire l'insuline, elle est là, mais il n'a plus d'effet. Parce que justement, les récepteurs au niveau des cellules ne la reconnaissent plus, et puis voilà, donc il n'y a plus d'effet de cette insuline. D'où donc l'apparition donc du diabète en plus de l'obésité. On continue toujours dans le domaine de la biochimie, et en cas de l'obésité, une remarque très importante. Avant, on croyait qu'on est avec un nombre limité d'adépocytes. Maintenant, grâce à la recherche, on sait qu'il y a un nombre d'adépocytes particuliers qui nous accompagnent tout le long de la vie, ce qu'on appelle les pré-adépocytes. Donc ce sont des cellules, si vous voulez, des cellules souches qui vont par une différenciation donnée par la suite des adépocytes adultes. Et ces cellules souches, donc, ils sont présentes tout le temps, tout le long de la vie, au niveau donc du tissu adipeux, et ils vont se différencier en adépocytes, ce qui va augmenter le nombre total des adépocytes. Et ceci va se passer en cas d'obésité. Donc, en cas d'obésité, le nombre d'adépocytes va augmenter. Et la lipogénèse, elle est augmentée aussi, c'est-à-dire on va stocker plus de lipides en cas d'obésité, c'est normal parce qu'il y a plus d'adépocytes en cas d'obésité. Comme vous le savez, on l'a vu tout à l'heure que l'adépocyte, donc une fois que la masse graisseuse va augmenter, l'adépocyte va réagir, va faire une contre-réaction en synthétisant donc des hormones particulières, la leptine et l'adiponectine, donc ces hormones qui vont lutter contre l'augmentation donc de la masse graisseuse. Et en cas d'obésité, il y a diminution de ces hormones. D'où augmentation donc du stockage de la masse de graisse. Un autre phénomène aussi qu'on va voir spontanément arriver lors de l'obésité, c'est l'augmentation du taux du sucre et du cholestérol au niveau sanguin. Donc il y a installation automatiquement de l'obésité. L'insulinorésistance, donc dont on a parlé dans la diapositive précédente, et qui est causée par un surpoids abdominal, par l'âge et par le côté génétique, par les antécédents génétiques, comme on va le voir tout à l'heure quand on parlera donc de l'étiologie de cette maladie, le diabète aussi, la sédentarité,
tous ces facteurs vont jouer et vont causer l'insulinorésistance. L'insuline ne va plus être reconnue par les récepteurs des cellules. Voilà, donc je vous ai mis un petit schéma qui va vous résumer un peu ce cycle infernal dans lequel vivent les obèses. Quand on va manger, on va augmenter notre concentration du glucose sanguin, ce qui va entraîner une sécrétion d'insuline au niveau du pancréas. Et plus il y a de graisse qui arrive, plus il y a de sucre qui arrive, et plus il y a une insulinorésistance qui va s'installer. Une fois qu'elle est installée, chez les personnes donc obèses, on va avoir une sensation de fatigue, un appétit qui va se retrouver augmenté, et on va avoir envie encore de manger. D'où le cycle infernal de manger, insuline, résistance, appétit, manger, etc. Et le cycle recommence. Donc plus on est obèse et plus on va accentuer plus notre situation. En sécrétant certaines hormones, le tissu adipeux possède des caractéristiques métaboliques uniques. On l'a dit tout à l'heure, puisqu'il va sécréter des adipokines et des facteurs de croissance. Donc l'adiponectine, qui est une hormone aussi comme la leptine, elle va jouer un rôle de stimulateur de l'oxydation des acides gras dans le muscle squelettique. Donc elle va, elle, jouer dans le sens de diminution de la graisse. La leptine aussi, elle est également sécrétée par le tissu adipeux, mais elle va jouer le rôle d'informateur du système nerveux central de l'état des réserves adipeuses corporelles. Donc il existe un dialogue permanent entre le tissu adipeux, le cerveau, le muscle, le foie, et tout ceci va contribuer à l'équilibre ou bien au déséquilibre métabolique. Quand les choses vont bien, normalement, il y a arrivée de l'alimentation, synthèse des hormones, et puis le signal va vers le cerveau qui va encourager le muscle, le foie, etc. à éliminer cette énergie, cet excès d'énergie qui arrive. Par contre, quand on est obèse, on est dans une situation anormale et les hormones ne font plus normalement, convenablement leur travail et il y a un déséquilibre métabolique qui s'installe chez les obèses. Alors d'autres points importants qui sont modifiés en cas d'obésité, l'équilibre entre les apports et les dépenses énergétiques. On vient d'en parler tout à l'heure, on a dit que les obèses n'arrêtent pas de manger, ils ont toujours une envie, un appétit très importante, donc les apports énergétiques sont supérieurs aux dépenses chez les obèses. Parlons aussi du rôle donc du système nerveux via les hormones. On vient d'en parler tout à l'heure de la leptine et dans le contrôle de la prise alimentaire comme l'hypothalamus qui a un rôle direct sur l'appétit. Donc en cas d'obésité, ces rôles vont se retrouver donc défectueux et l'appétit va être accentué tout le temps chez ces individus obèses. Chez les obèses, les modifications donc des habitudes alimentaires, le manque de sport, la sédentarité, parce qu'ils n'ont plus envie de bouger, de faire un effort physique, et on va dans ce cas-là offrir au corps plus de glucides simples et de lipides saturés et moins de fibres. La personne obèse va tout le temps avoir envie de sucreries, donc il va manger plus de glucides simples et de choses donc graisseuses, de masse de graisse comme les fast-foods, etc. Donc il y a plus de lipides saturés et moins de fibres. Un point très important aussi, le sommeil. Comme vous le savez, le sommeil nous protège de plusieurs complications, l'irritabilité, la dépression nerveuse, les sécrétions hormonales, le maintien de la température interne, etc. Donc il va jouer un rôle très important au niveau du métabolisme en général. Et chez les obèses,
il y a une irritabilité, donc une installation donc de dépression nerveuse, des sécrétions des hormones se fassent mal, et on a envie donc de manger, on n'a plus envie, on dort mal, si vous voulez. Voilà, donc on passe à un autre chapitre et voyons ensemble les causes donc de l'obésité. Donc l'obésité est multifactorielle, c'est une combinaison complexe de plusieurs facteurs qui contribuent à son apparition. Donc on a des facteurs externes, le mode de vie et le comportement alimentaire vont avoir un rôle très important aussi dans l'installation de la maladie, et on a des origines endogènes comme les troubles donc hormonales dont on a parlé tout à l'heure, l'hérédité, les causes génétiques, etc. Donc voyons ensemble un peu ces causes une par une. Et on va commencer par les causes nutritionnelles. Donc là, on a parlé tout à l'heure, c'est le déséquilibre donc des apports et des dépenses qui va jouer donc, il va favoriser quand les apports vont être supérieurs aux dépenses, on va favoriser l'apparition donc de l'obésité. Comment on va gagner du poids? Donc par la quantité de l'alimentation, on mange plus. La qualité, on mange quelque chose qui n'est pas qualitatif. Comme on a dit tout à l'heure, on va préférer quand on mange trop de sucre, donc simple, comme les glucides simples, quand on va manger plus de graisse, etc. Et puis il y a aussi une notion de rythme qui va changer, qui va favoriser le gain de poids. On va manger tout le temps, à n'importe quel moment. Voilà, ça aussi, ça va jouer sur le gain de poids et va favoriser l'apparition donc de l'obésité. Et de l'autre côté de la balance, on a la perte de poids, l'activité physique. Chez les obèses, cette activité va diminuer. Le métabolisme basal aussi va se retrouver donc réduit. La thermogénèse aussi, parce qu'on ne va plus se dépenser, on va plus dépenser donc d'énergie chez les obèses. Et tout cela ne va plus favoriser la perte de poids chez ces individus. Deuxième cause, la sédentarité. Ça, c'est un point très important. Quand on bouge pas, donc l'activité physique va diminuer, ce qui va entraîner une augmentation des calories non brûlées, et ça va favoriser donc la diminution du métabolisme basal. Au repos, donc, on va dépenser moins d'énergie. Et quand les choses vont se répéter comme ça, quand ça va durer trop longtemps dans le temps, le corps va apprendre à dépenser moins et stocker plus d'énergie. D'où l'apparition donc de l'obésité. Donc attention, la sédentarité n'est pas conseillée pour éviter justement des complications comme l'obésité. Une autre cause, les causes génétiques. Alors comme vous le savez, la génétique il peut déterminer le destin pondéral et métabolique de notre corps. En effet, le risque de devenir obèse croît considérablement chez les individus présentant des antécédents familiaux touchés par la maladie, par l'obésité. L'obésité, dans ce cas, peut avoir deux formes selon son origine génétique. On a soit une obésité monogénique, donc qui va être liée à l'atteinte donc d'un gène unique. On parle donc d'obésité monogénique. Cette forme, c'est la moins fréquente et on connaît jusqu'à 8 gènes impliqués dans la forme monogénique de l'obésité. L'autre forme, l'obésité polygénique. Cette forme d'obésité est liée à l'atteinte et l'interaction d'un ensemble de gènes. Donc c'est pourquoi on l'appelle obésité multifactorielle polygénique et c'est la forme la plus présente chez la majorité des sujets obèses. Une remarque, on sait, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'hypothalamus a un effet de contrôle et qui régule la prise alimentaire puisqu'il va avoir un effet sur l'appétit donc des individus. Donc ces voies sont liées directement à l'obésité. Si on a une mutation qui va toucher le signal ou la réception, par exemple d'une hormone responsable de l'appétit, la régulation de la prise de poids n'est plus assurée.
Voilà donc où va jouer un peu la génétique. Alors toujours dans ce côté donc génétique de l'obésité, quand on prend une alimentation riche en lipides, je vous ai dit qu'au niveau de l'adipocyte, automatiquement il y a sécrétion donc d'hormones, notamment la leptine, qui va être transportée jusqu'à l'hypothalamus, au niveau donc du cerveau, et qui contrôle, c'est un donc endroit où on contrôle l'appétit, d'où régulation de notre appétit. Et l'appétit va diminuer. Ça, c'est le cas normal. Donc, quand une mutation monogénique récessive touche le gène donc de la leptine, qu'on appelle le LEP, ceci se traduit par un déficit génétique de la leptine, d'où une forte lipogénèse, ce qui entraîne la prise de poids. Du poids, pardon. Une autre mutation monogénique, elle est récessive aussi, et elle touche le gène du récepteur LEPR, le récepteur de la leptine. La leptine ne peut plus se fixer, d'où un défaut de la signalisation de la masse adipeuse au cerveau, et l'appétit n'est plus régulé. On a alors une prise de poids. Donc retenez bien, la génétique ici, où les mutations peuvent toucher deux choses à deux niveaux. On touche la fabrication de la leptine, cette hormone donc peptidique, liée directement au gène. À ce moment-là, quand on baisse la production de la leptine, on va favoriser donc le stockage des graisses. Et la mutation peut aussi toucher les récepteurs de cette leptine. Et à ce moment-là, la leptine va mal se fixer sur les récepteurs de l'hypothalamus. Donc on va toucher à l'appétit qui va ici se retrouver augmenté. Et on va encourager donc la prise de l'alimentation, donc des stocks des graisses. Alors retenez bien, la leptine, c'est une hormone qui régule l'appétit en favorisant la sensation donc de la satiété, et sa sécrétion dépend de la quantité en matière grasse, et elle a aussi en plus un pouvoir lipolytique de dégradation donc des lipides. Donc l'arrivée de l'alimentation riche en lipides favorise la sécrétion de la leptine, d'où le signal vers l'hypothalamus, d'où la régulation donc de l'appétit, et on mangera moins. Une autre cause, donc les causes psychosociales. Donc tout ce qui est psychique et social va jouer aussi sur l'apparition donc de l'obésité. Mais il n'existe pas de profil social ou psychologique typique qui prédispose à l'obésité. On a des facteurs qui vont jouer donc à ce niveau, comme le stress, l'anxiété, la dépression, les difficultés familiales, par exemple un divorce ou un décès peut aussi avoir de l'influence et favoriser, encourager l'apparition de l'obésité. Les difficultés professionnelles, par exemple un chômage, tous ces facteurs vont donc favoriser, encourager l'apparition de l'obésité. Et dans ce cas-là, les personnes obèses vont avoir une tendance à apaiser la souffrance en mangeant des aliments réconfortants, très caloriques comme le chocolat, les gâteaux, etc. D'où une prise de poids qui va automatiquement s'installer. Un autre facteur, le sommeil. On a dit un mot tout à l'heure. Donc, contrairement aux idées reçues, le sommeil ne favorise pas la prise de poids. Ce n'est pas une activité sédentaire, mais au contraire, il participe à la régulation des cycles hormonaux. Surtout, deux hormones sont concernées ici par le sommeil. La leptine, dont on a parlé tout à l'heure et qui diminue l'appétit, et la gréline, c'est une hormone sécrétée par l'estomac, le pancréas aussi, mais en quantité moindre. Cette enzyme, la gréline, va stimuler l'appétit et contribuer aussi à la régulation du glucose et de l'insuline au goût et au sommeil. Voilà donc ces deux hormones qui vont donc jouer un rôle très important dans le stockage donc des graisses et la prise de poids. Le sommeil peut exercer un impact sur les préférences alimentaires des individus. Le manque de sommeil pousse à la consommation d'une nourriture calorique, riche en glucides et en lipides. Donc voilà où peut jouer un peu le sommeil
et sa relation avec l'obésité. Donc ce schéma vous résume un peu l'effet donc sur l'obésité par le sommeil. Un sommeil insuffisant va entraîner automatiquement une diminution de la musculature. Par contre, l'aptitude de stockage des graisses au niveau des muscles va augmenter, d'où une prise de poids. Le sommeil insuffisant va aussi entraîner une sécrétion élevée de la gréline, on l'a vu tout à l'heure, d'où une prise d'alimentation augmentée, donc, et le poids va être aussi augmenté. Le sommeil insuffisant peut être interprété aussi comme une situation de stress par le corps, d'où une diminution donc du métabolisme et encouragement, donc favoriser dans cette situation la prise de poids. Et enfin, le sommeil insuffisant va entraîner une augmentation du taux sérique de cortisol, d'où un accroissement donc de l'appétit. Et on va favoriser donc l'insulinorésistance dont on a parlé tout à l'heure. Les cellules ne reconnaissent plus d'une manière normale l'insuline, et d'où un stockage donc des graisses qui va être favorisé et une prise de poids augmentée. Voilà, on passe à d'autres causes, et cette fois-ci on va parler des causes hormonales. Donc, voici les sources concernées par ces hormones. Ces glandes donc qui sécrètent donc les hormones, et ici le rapport de ces hormones avec l'obésité. Donc on commence par l'hypophyse, donc toujours au niveau du cerveau. Cette glande donc sécrète les hormones de croissance, les GH, qui ont un rôle lipolytique. Donc son absence va entraîner une augmentation de la lipogénèse et par la suite la prise de poids. L'hypothalamus, donc ça, on l'a vu tout à l'heure, cette structure va contrôler les sensations de l'appétit, ce qui peut mener, dans certains cas, par exemple dans certains cas de lésions à ce niveau, et qui peut entraîner à l'obésité puisque l'appétit va se retrouver augmenté. Le pancréas, cette glande donc est responsable de la biosynthèse de l'insuline. Et on a vu tout à l'heure qu'en cas d'obésité, il y a une installation d'insulinorésistance qui ne permet pas aux cellules d'utiliser le glucose, d'où un excès, puisque ce glucose en excès va être converti en graisse. Les ovaires chez les femmes, qui sont responsables de la libération des œstrogènes, on va revenir à ces histoires donc tout à l'heure. Les œstrogènes favorisent la répartition gynoïde chez la femme, alors que l'absence va favoriser la répartition viscérale. La répartition, quand on parle de la répartition, on parle de la répartition des graisses, bien sûr. La thyroïde ou les thyroïdes, donc ces glandes sont responsables donc de la sécrétion des hormones T4 et T3, les thyroxines. Donc ces hormones qui sont responsables de la réduction du métabolisme basal de 40%, ce qui va favoriser la prise de poids. Donc, dans le cas de l'obésité, on a une hypothyroïdie, donc on a une augmentation une diminution donc de ces hormones thyroxine, T4 et T3, ce qui va favoriser donc la prise de poids. Les glandes surrénales, qui sont responsables donc des corticoïdes. Dans le cas de l'obésité, on a une hypersécrétion des corticoïdes, surtout le cortisol, et on a vu tout à l'heure que le cortisol était responsable d'une stimulation de l'appétit. Donc, on a ici on favorise la répartition des graisseuses au niveau donc abdominal, c'est-à-dire la répartition androïde. Les testicules, donc ici, responsable donc de la biosynthèse des testostérones, et en cas de déficience donc de testostérone qui est due à une anomalie ou l'andropause avec l'âge, il va entraîner une augmentation des lipides du sang, notamment du cholestérol, et une accumulation des graisses viscérales. Et enfin,
Les adipocites, on l'a vu tout à l'heure, l'adipocyte peut jouer un rôle donc de stockage donc des graisses, mais aussi il peut jouer un rôle hormonal, on l'a vu tout à l'heure. On peut le considérer comme une glande aussi endocrine, responsable de la sécrétion de leptine, d'adiponectine et de résistine. Donc toutes ces hormones, comme l'adiponectine, va entraîner une augmentation de la sensibilité à l'insuline et va activer donc l'oxydation des acides gras et des sucres au niveau du foie et du muscle. Donc rôle très important de l'adinonexine. Et chez les obèses, l'adinonexine et la résistine, ces deux hormones peuvent causer une insulinorésistance. D'où une augmentation donc du stockage des graisses. Alors que la leptine, qui contrôle le poids corporel en signalant au cerveau, à l'hypothalamus, donc le niveau des stockages des graisses, et en contrôlant l'appétit, va se retrouver diminué aussi en cas d'obésité. Donc, vous voyez qu'il y a un rôle très important donc des hormones dans la régulation du stockage de la masse graisseuse donc au niveau du tissu adipeux. Et donc, en cas d'un dérèglement, on peut facilement s'orienter vers l'installation d'une obésité en cas donc de dérèglement de ces hormones. Une autre cause dont on ne fait pas attention, la climatisation et le chauffage. En effet, plus la température augmente et plus l'appétit diminue. Donc plusieurs enquêtes ont montré qu'il existe une relation directe entre la température et l'appétit. Et la mise en place d'une climatisation va faciliter la stabilisation de la température corporelle et par conséquent, le corps ne fournit aucun effort pour lutter contre les variations de la température. Donc on dépense moins. D'accord ? Donc, réduction automatique de l'énergie nécessaire pour la thermorégulation au niveau du tissu adipeux brun. Et une réduction du métabolisme basal, on consomme moins d'énergie, on stocke le reste. Donc, tous ces facteurs contribuent à l'augmentation de notre poids corporel. Donc, faites attention à tous ces facteurs donc qui sont activateurs de l'installation de l'obésité. Encore une cause, les médicaments. Regardez ce tableau, on a ici les natures des médicaments et ici leurs effets et leurs relations donc avec la prise de poids, avec l'obésité. Et commençons par les œstroprogestatifs, les androgènes aussi. Tous ces médicaments vont stimuler l'appétit et induisent un accroissement de la masse graisseuse. Les corticoïdes dont on a parlé tout à l'heure, les surrénales, la prise alimentaire est stimulée et on assiste à une augmentation du stockage des graisses via l'hyperinsulinisme provoqué par les hormones. Les antibiotiques, ils peuvent mener à une surcharge pondérale en cas d'utilisation prolongée. Les antidépresseurs, les tranquillisants, les anxiolytiques, tous ces médicaments qu'on appelle les psychotropes, ils vont augmenter la sensation de faim. Ils vont stimuler la sécrétion de l'insuline et inciter les grignotages. Voilà, donc il faut faire attention avec toutes ces drogues. Les anticancéreux, ces médicaments donc qui vont accompagner la chimiothérapie en cas de cancer et l'hormonothérapie, ils peuvent être responsables de la prise de poids aussi. Exemple au niveau donc du cancer du sein. Les antimigraineux, les médicaments donc qu'on prend en cas de migraine vont dans 70% des cas constituer un traitement abusif qui va entraîner une prise de poids. Et les antihypertenseurs enfin qui vont réduire la thermogénèse et les dépenses énergétiques consacrées à la thermorégulation du corps, d'où ils vont participer à une augmentation pondérale par stockage des graisses. Voilà donc toutes ces causes par les médicaments. Maintenant, les microbes, certains microbes vont être en relation responsable directement avec la prise de poids. Et plusieurs recherches ont montré donc la relation entre le microbiote, ces microbes qu'on a au niveau de nos intestins,
et qui vont jouer un rôle très actif dans le domaine de la santé et surtout de la nutrition. Donc plusieurs études suggèrent qu'il existe un lien entre la composition de ce microbiote et le poids corporel. Par exemple, la fermentation des fibres alimentaires. Les bactéries du microbiote sont capables de fermenter les fibres alimentaires non digestibles au niveau de nos intestins en produisant des acides gras à chaîne courte qui peuvent influencer le métabolisme énergétique et donc la régulation de l'appétit. Et parlant justement de la régulation de l'appétit, certains microbes intestinaux pourraient influencer les signaux de l'appétit envoyés au cerveau. Pour le métabolisme des graisses, des études sur des animaux ont montré que certaines souches bactériennes peuvent influencer le stockage des graisses et le métabolisme des lipides. Et enfin, la résistance à l'insuline et l'obésité. Donc le microbiote peut avoir justement une relation directe avec la résistance à l'insuline, donc avec l'obésité, par les phénomènes des altérations de ce microbiote. Qui va entraîner donc la résistance à l'insuline et donc le risque de diabète de type 2 et de l'obésité va être augmenté. On passe à un nouveau chapitre, le diagnostic de l'obésité. L'obésité est une maladie liée à l'état d'un individu ayant une surcharge pondérale. Pour mettre en évidence cette augmentation, il est nécessaire de se rapporter à plusieurs techniques. Et la première technique dont on va parler, l'IMC, indice de masse corporelle. Cet indice de masse corporelle, il est calculé en divisant le poids en kilogrammes par le carré de la taille en mètres. Et selon l'OMS, il s'agit de l'outil le plus utile pour l'estimation de la corpulence d'une personne, bien qu'il soit une mesure grossière et approximative. Voilà, donc l'IMC, un indice très simple à calculer, il suffit d'avoir les deux inconnus ici, le poids en kilogrammes d'une personne et sa taille, on la met au carré et on fait P sur T2 et on a l'IMC. Ici, vous avez une échelle sur ce dessin. L'indice, donc l'IMC, quand il est inférieur à 18,5, on a une maigreur. Quand il est entre 18,5 et 25, on a un état normal. Entre 25 et 30, déjà on passe un surpoids. Et quand on dépasse 30, on est dans le cas de l'obésité. Et jusqu'à 40, on a une obésité, disons, normale. Et au-delà de 40, on passe à une obésité massive, très dangereuse. Donc regardez bien, l'indice IMC peut justement nous donner une idée sur l'état de surpoids ou non de notre corps. Une remarque très importante, on a un risque de mortalité ici qui est proportionnel justement à cet IMC. Quand il est trop fort, le risque de mortalité augmente. Et quand l'IMC est inférieur à 18,5, on a ici une maigreur qui peut aussi être dangereuse et responsable d'un risque de mortalité. Donc être très obèse est mauvais, et être très maigre aussi est mauvais aussi. Donc l'IMC est un facteur très simple à calculer. Il permet d'avoir une estimation de la corpulence à partir de mesures du poids et de la taille. Mais cet indice, il a des défauts quand même. Alors quels sont ces défauts? Il ne donne aucune information sur la répartition du tissu adipeux dans le corps. En effet, l'IMC ne donne aucune information. Il ne peut pas nous dire si la masse graisseuse est au niveau donc du ventre, est-ce qu'elle est au niveau du cuisse, etc. Donc aucune information à ce niveau. L'IMC ne permet pas d'estimer le poids associé à la masse adipeuse. Quand on mesure le poids c'est le poids général du corps. Ce n'est pas le poids associé à la masse adipeuse. Et puis, quand on a l'IMC, c'est imprécis pour les personnes très musclées comme les culturistes, par exemple. Est-ce que ce poids vient donc du muscle
ou de la graisse? Est-ce que c'est parce qu'on est gros que l'IMC est fort, ou bien parce qu'on est très musclé? Donc à ce niveau-là, l'IMC ne donne pas de précision. Et enfin, l'IMC ne prend pas en compte le sexe. En effet, il est calculé de la même manière pour les hommes et pour les femmes. Question, qu'en est-il pour les enfants? Est-ce que l'IMC s'applique aussi pour les enfants? Alors dans ce cas-là, on fait appel à ce qu'on appelle les courbes de corpulence. Alors voilà ces courbes de corpulence à droite, donc de cette diapositive. Vous voyez ici, donc à droite, ces courbes, ici chez les garçons et ici chez les filles. Le profil général est le même. Quand on fait donc en abscisse les années, l'âge, et en ordonnée, l'IMC. Voilà, je vous ai dit tout à l'heure, quand on dépasse une certaine valeur, l'IMC nous dit qu'il y a obésité. Et vous avez ici donc quelques valeurs qui vont être très importantes aussi bien pour les garçons que pour les filles. Et on va les voir ensemble. Pour les enfants, l'IMC va augmenter avec l'âge jusqu'à 1 an. Regardez ici, entre 0 et 1 an, on a un pic, aussi bien pour les filles que pour les garçons. Puis, cet indice va diminuer pour reprendre vers 6 ans. Donc, après 1 an, on a une diminution et une reprise vers 6 ans. Voilà, vers 6 ans, on a une reprise. Donc, augmentation jusqu'à 1 an, puis diminution et une reprise après 6 ans. Et ceci aussi bien pour les garçons que pour les filles. Attention ici, on nous dit que si le rebond, si cette reprise à 6 ans se passe avant cet âge de 6 ans, le risque de l'obésité est augmenté. Voilà, comme ici, vous voyez ici, la reprise se fait ici avant 6 ans et on a ici un excès de poids. D'accord? Aussi bien pour les filles que pour les garçons. Donc la reprise doit se faire d'une manière générale après 6 ans. Pour les filles, voyons un peu pour les filles. À l'adolescence, c'est-à-dire vers 16 ans, on est ici. Donc regardez ce qui se passe ici. Voilà, dans le cas normal. On a ici des valeurs qui se situent pour les filles entre à 15 ans ou 16 ans ici. Donc on est à des valeurs qui se situent entre 14,2 et 26,5 ici. Voilà, au niveau de ces courbes, on peut aller jusque là, 26,5 à peu près, tout ça c'est normal. Et un glissement vers le haut est un signe d'alerte sur le risque de surpoids, donc d'obésité. Donc, si à 15 ans, par exemple, au lieu d'avoir ici, de situer l'IMC ici dans ces valeurs ici, dans le vert, ici c'est dangereux, et là bien sûr on tombe carrément dans l'obésité. Donc pour les garçons, si on compare un peu les adolescents, ils ont une corpulence légèrement inférieure à celle des filles, au même âge, car leur adiposité est réduite par le développement de leur masse musculaire. Toujours cette notion d'IMC, et on définit 3 stades de l'obésité en fonction de la valeur de cet indice. Pour le poids normal, on a dit se situe entre 18,5 et 25. Entre 25 et 30, c'est un surpoids. Et au-delà de 30, on parle d'obésité. Et il y a 3 stades de l'obésité. L'obésité modérée entre 30 et 35. L'obésité sévère, deuxième stade, entre 35 et 40. Et enfin, l'obésité massive dangereuse au-delà de l'IMC égale 40. Donc quand il est supérieur à 40, on est vraiment dans le 3e stade de l'obésité et les risques sont extrêmement élevés à ce niveau. Voilà. Voilà tout ce qui peut donc donner comme enseignement cet indice de masse corporelle, l'IMC. On passe à un autre
moyen donc de diagnostic de l'obésité, le tour de la taille. Alors le tour de la taille, il permet l'identification d'un excès de graisse au niveau du ventre, ce qu'on appelle l'obésité abdominale. Et s'il est supérieur à 88 ici pour les femmes, en dehors de la grossesse, ou supérieur à 102 pour les hommes, on parle d'une obésité abdominale. Donc le risque est très élevé d'avoir une obésité. Et cette obésité est associée au risque de diabète, d'hypertension et de maladies cardiovasculaires. Donc toutes les complications dont on va parler tout à l'heure et qui sont donc liées à l'obésité. Voilà donc un deuxième moyen de mesurer, donc de diagnostiquer l'installation de l'obésité. Troisième moyen, le rapport taille-hanche. Le RTH, le rapport taille-hanche, est obtenu en divisant le tour de la taille en centimètres sur le tour des hanches en centimètres. Et ce rapport va permettre d'évaluer la répartition des graisses dans le corps. C'est une mesure complémentaire à l'IMC. Donc vous voyez, l'IMC ne pouvait pas nous donner la répartition de cette masse graisseuse, alors que ici le RTH va nous la donner. Donc on peut faire les deux pour avoir une idée plus précise sur les risques de l'obésité. Alors, le RTH, ce rapport donc permet de voir si l'adiposité a une répartition androïde au niveau des ventres abdominales ou bien gynoïde au niveau des cuisses. Alors pour les hommes, si ce rapport est supérieur à 1, on a une obésité androïde. Et pour les femmes, quand le RTH est supérieur à 0,85, on parlera d'une obésité gynoïde. Donc voilà pour ce rapport taille-hanche. Maintenant qu'on a vu donc l'obésité, les types, les facteurs ou les moyens de mesure de l'obésité, on passe au type d'obésité. Et il est très important de déterminer le type de l'obésité pour prédire l'impact et prévoir les risques pour le patient. En effet, on peut classer l'obésité en différents types selon l'emplacement et la répartition corporelle des graisses. Premier type donc d'obésité, l'obésité gynoïde, dont j'ai parlé un peu avant. Quand est-ce qu'on parlera de l'obésité gynoïde? Quand la masse graisseuse se situe surtout au niveau des hanches et des cuisses. On parlera de forme en poire. Il est nommé aussi répartition sous-ombilicale ou obésité du bas du corps. Pour des raisons hormonales, les femmes sont les plus touchées par la répartition gynoïde. 9 personnes sur 10 sont touchées, sont concernées par cette obésité gynoïde. En effet, en fonction du profil hormonal, une hétérogénéité du tissu adipeux va exister sur le plan anatomique et fonctionnel. Donc chez la femme, on va avoir 2 phases dans sa vie, une période d'activité ovarienne qui va s'étaler entre l'adolescence jusqu'à l'âge de 40 ans et plus, et puis une période d'inactivité ovarienne au-delà de 40 ans et qui va diminuer donc progressivement. Voyons ça en détail en période d'activité ovarienne de la femme, c'est-à-dire entre l'adolescence et 40 ans. Les ovaires de la femme vont sécréter ce qu'on appelle les œstrogènes et qui sont responsables des caractères sexuels secondaires chez la femme. Apparition des seins, etc. Voilà. Et quand on a ces œstrogènes, on a automatiquement une différenciation morphologique des adipocites au niveau du tissu adipeux. Qu'est-ce qu'on va avoir comme différenciation morphologique? Les adipocites de l'abdomen vont être petits, donc le stockage des graisses va être réduit, alors qu'au niveau des cuisses, les adipocites vont être plus gros, la taille va être plus importante et on va stocker plus de graisse au niveau donc des cuisses. Voilà qui explique cette forme de poire chez la femme obèse.
Voilà. Donc retenez bien, les ovaires vont avoir une fonction de sécrétion des œstrogènes. Les œstrogènes vont être responsables de la différenciation morphologique des adépocytes. Surtout, ils vont jouer sur la taille des adépocytes au niveau des cuisses, d'où stockage important donc à ce niveau chez la femme. Voilà ce qui se passe entre l'adolescence et 40 ans. Donc une forme en poire. Ça, c'est pour le rôle des œstrogènes. On a toujours en période d'activité ovarienne, entre l'adolescence et 40 ans chez la femme, une répartition différente d'une enzyme importante qu'on appelle la LPL, c'est-à-dire la lipoprotéine lipase, qui est synthétisée dans l'adépocyte et qui est responsable de l'hydrolyse des triglycérides, des VLDL et des lipoprotéines chylomicrons en acides gras et en glycérol. Et les acides gras et glycérol vont entrer alors dans l'adépocyte pour être transformés, pour être stockés sous forme de triglycérides. Voilà le rôle de cette enzyme, la lipoprotéine lipase. Donc, dégrader les lipoprotéines, prendre les acides gras, le glycérol issu de cette hydrolyse, les envoyer vers l'adépocyte et vers le foie aussi. Et au niveau de l'adépocyte, on aura stockage des graisses à partir de ces acides gras, puisqu'on va les estérifier donc par le glycérol et former des triglycérides. Donc, voyons voir un peu chez la femme qu'est-ce qui va se passer pour ces enzymes au niveau de l'abdomen et au niveau des cuisses. Au niveau du ventre, on va avoir une forte présence de ces enzymes, la lipoprotéine lipase. Et qui dit forte concentration va dire une lipolyse importante. Donc il n'y aura pas beaucoup de lipides au niveau donc du ventre. Au niveau des cuisses, par contre, les lipoprotéines lipases vont être présents en faible concentration, donc on va dégrader moins les lipoprotéines et on va favoriser la lipogénèse. Donc on va favoriser le stockage des graisses au niveau donc des cuisses. Voilà une autre explication de la répartition génoïde donc chez la femme. Donc rôle des œstrogènes et rôle des lipoprotéines lipases. Donc les deux vont favoriser un stockage lipidique de forme génoïde, une forme de poire, pendant la période, bien sûr, de l'activité ovarienne de la femme. Et puis, l'obésité génoïde. Toujours en période d'activité ovarienne, on l'a vu tout à l'heure, rôle des œstrogènes et de la lipase, la lipoprotéine lipase. Et en période de ménopause, qu'est-ce qui se passe chez la femme? Donc, les ovaires vont fabriquer moins d'œstrogènes, donc pas de différenciation des adipocytes, et on va avoir une inversion de la répartition des graisses. Tout à l'heure, pendant la période d'activité ovarienne, chez les adolescentes et puis les femmes de moins de 40 ans, il y avait un stockage donc des lipides, surtout au niveau des cuisses. Maintenant, il y a une inversion, on va avoir une répartition androïde. Et ceci se passe donc 5 ans et plus après la ménopause chez la femme. Donc il y a une inversion de la répartition des graisses avant 40 ans et après 40 ans chez la femme. Parlons un peu de l'obésité androïde, c'est-à-dire l'obésité viscérale, la forme en pomme. Cette obésité, elle est caractérisée par la disposition préférentielle de la graisse dans la partie su-ombilicale, l'abdomen et le tronc. Cette répartition est typique des hommes, mais elle peut être observée chez certaines femmes. Donc, l'obésité typique, ou le dépôt de la masse graisseuse chez la femme se passe surtout au niveau des cuisses, d'où la forme en poire, et chez l'homme, l'obésité ou le dépôt des graisses est préférentiellement au niveau donc de l'abdomen et le tronc, et on parle ici de la forme en pomme, et l'obésité donc
androïde, alors que chez la femme, c'était l'obésité gynoïde. Ce type donc d'obésité androïde, il est diagnostiqué à l'aide du calcul du tour de la taille, on en a parlé tout à l'heure, 102 cm chez les hommes et 88 pour les femmes. Donc elle a des conséquences dangereuses, cette obésité androïde, dépôt adipeux autour des viscères et des organes vitaux, d'où danger parce que le cœur et certains organes comme le foie ne fonctionnent plus à l'aise d'une manière facile quand ils sont entourés par des dépôts graisseux importants. Donc la répartition gynoïde chez la femme elle semble moins dangereuse, néanmoins elle peut présenter quand même des complications articulaires, osseuses et des insuffisances veineuses, etc. Donc les deux types d'obésité sont dangereuses, aussi bien pour l'homme que pour la femme. Et puis un troisième type, l'obésité mixte. Dans cette obésité mixte, la masse adipeuse s'installe uniformément, un peu d'une manière au hasard, dans le corps et sans aucune répartition préférentielle. On l'appelle mixte parce qu'elle combine les deux formes gynoïde et androïde. Alors on passe à une autre partie, la partie des complications liées à l'obésité. Alors les troubles ou les désordres liés à l'obésité vont toucher presque tous les organes du corps et vont entraîner des maladies perturbantes, des fonctions mécaniques, métaboliques et physiologiques. On a dit tout à l'heure que la répartition androïde était la plus dangereuse et cause plus de dégâts pour le corps. Il y a d'autres facteurs qui vont jouer, la qualité donc de vie va diminuer, le risque de décès prématuré aussi est augmenté dans ces cas d'obésité. Voyons ensemble ici les natures des complications. On va commencer par les complications physiques. Donc ce tableau nous résume un peu ces complications physiques. On a donc ici les complications, les types de complications, et ici les manifestations liées à ces complications. Par exemple, les complications dans le cas d'obésité, on a des complications respiratoires. Il s'agit de l'essoufflement accompagné de plusieurs complications. On est facilement essoufflé quand on va monter dans les escaliers, par exemple, quand on va faire un effort physique, et puis quand on a des apnées du sommeil. Le sommeil va être cascadé, il va être coupé pendant la nuit. Voilà pour les complications respiratoires. Pour les complications hépatiques au niveau du foie, on a une stéatose hépatique non alcoolique. Donc on a une cirrhose mais non alcoolique. Le foie est altéré et ne fonctionne plus normalement, à cause justement de la présence importante des dépôts de graisse. On a aussi des complications rénales chez les obèses. Protéinurie, hypertension, insuffisance rénale, des cancers des reins, surtout quand on a une obésité un peu importante. Et puis, l'obésité entraîne aussi des complications reproductives. La reproduction n'est plus normale. L'activité ovarienne dont on a parlé tout à l'heure est modifiée. On a plus de fausses couches, etc. C'est chez les femmes obèses. Chez les hommes, la quantité des spermes est diminuée. Le sperme est altéré. On a une stérilité qui va s'installer avec l'obésité, en plus des troubles érectiles. Les complications gastriques et pancréatiques, comme les reflux gastriques, les calculs biliaires dus à une augmentation du cholestérol, des pancréatites, etc. Les complications cardiovasculaires qui sont liées à l'obésité, comme vous le savez, l'obésité est un facteur majeur dans les complications cardiovasculaires. 6 fois plus de risques chez les obèses, l'athérosclérose à cause du diabète 2, l'hypertension, la dyslipidémie, etc. Donc, crise cardiaque, les AVC, etc. sont très importantes chez les personnes obèses. Une autre complication, la goutte.
qui est liée à une hyperuricémie, donc précipitation de l'acide urique en cristaux au niveau des articulations. Et ça, c'est très douloureux, c'est très... Donc il faut faire très attention. On a des gonflements donc au niveau de ces articulations, d'où des inflammations et des douleurs importantes. Voilà, et ça se voit d'une manière donc claire et nette chez les personnes obèses. L'ostéo-articulaire, donc des complications ostéo-articulaires chez les obèses. Le surpoids agit sur les articulations, on vient de le dire. Donc installation des arthroses au niveau des genoux, des érosions donc du cartilage, des inflammations, des douleurs, des difficultés de mouvement. La colonne vertébrale aussi va être altérée parce qu'il y a un surpoids, donc la colonne vertébrale ne plus assumer donc son rôle donc de maintien donc du poids. Tous ces complications. On a aussi des complications dermatologiques associées à l'obésité, comme la fragilisation de la peau, d'où l'attaque par des mycoses, des cellulites, des vergetures, etc. Chez les obèses. Et puis enfin, des complications cancérologiques. La surcharge pondérale peut en effet stimuler certains facteurs de croissance. Les cancers, d'où les cancers du sein, cancers des ovaires, cancers de l'utérus, du côlon, de la vésicule biliaire, du rein, de l'œsophage, de la prostate, etc. Donc toutes sortes de types de cancers vont donc s'installer d'une manière facile chez les obèses. Donc vous voyez que l'obésité est vraiment une maladie dangereuse puisqu'elle est associée à des complications très importantes qui touchent à peu près tous les organes du corps. Voilà pour les complications physiques, mais en plus de ça, on a des complications psychiques. Les personnes obèses, ils peuvent être confrontées à divers troubles psychiques qui sont souvent liés à leur poids et aux défis qui en découlent. Et parmi ces troubles, on trouve, et je vais vous citer quelques-uns rapidement, la dépression nerveuse, en partie en raison de la stigmatisation sociale. Les gens commencent à voir d'une manière bizarre les personnes donc grosses et obèses. Donc l'image corporelle est négative chez ces personnes. L'anxiété, il peut être exagérée chez les personnes obèses en raison des pressions sociales et des difficultés à faire face aux situations sociales. Des troubles de l'alimentation, on a dit tout à l'heure qu'il y a une boulimie qui s'installe chez les personnes obèses. On a de plus en plus envie de manger quand on est obèse. Et les troubles de l'alimentation compulsive, donc réaction au stress lié donc à l'obésité. L'image corporelle, on en a parlé, donc préoccupation excessive concernant le poids et l'apparence physique chez ces personnes, ce qui va contribuer à des troubles psychologiques. Les problèmes de sommeil, on a dit tout à l'heure un mot tel que l'apnée du sommeil qui peut entraîner une fatigue chronique, donc une altération de la qualité de la vie et des problèmes de santé mentale tels que la dépression et l'anxiété. Et enfin, des addictions comportementales. Certaines personnes obèses, ils peuvent développer des comportements compulsifs ou addictifs liés à la nourriture. Et ça, on l'a vu dans la vie donc de tous les jours. Les personnes obèses très grosses, on les voit tout le temps en train de manger du chocolat, des gâteaux, etc. Donc il y a, si vous voulez, chez ces personnes, une addiction comportementale. Voilà. Voilà donc pour les troubles et les types donc de ces maladies, de ces obésités. Maintenant, on va passer au traitement. Est-ce qu'il y a un traitement à l'obésité? Eh bien, les traitements se basent sur une approche thérapeutique multidisciplinaire et qui va donc faire appel à un groupe diversifié donc de spécialistes, des médecins, des nutritionnistes, des psychiatres, des endocrinologues, des gastro-entérologues, des chirurgiens, etc. Donc vous voyez, le traitement est compliqué et ça demande vraiment une mobilisation de plusieurs spécialistes à la fois. Alors le premier traitement, la prévention. Et comme je l'ai toujours dit, le meilleur traitement est la prévention. Bien dormir, bien manger et bien bouger. Donc le monde éducatif, bien sûr, a un grand rôle à jouer dans ce domaine. Donc on doit sensibiliser nos étudiants à ce problème donc de l'obésité lors de leur formation
au niveau donc des lycées, des facultés, etc. Deuxième moyen de traitement, la chirurgie. Alors, les chirurgies qu'on appelle les chirurgies bariatriques, et sont des techniques lourdes et sont réservées aux cas les plus sévères de l'obésité. On l'applique pas automatiquement aux obèses. C'est seuls les obèses vraiment très sévères où on va appliquer la chirurgie. Et ces chirurgies entraînent une modification de l'anatomie du système digestif afin de diminuer la quantité d'aliments digérés. C'est ce qu'on appelle la gastroplastie ou anogastrique, la gastrectomie et le court-circuit gastrique. Donc on va faire des sanctions, on va diminuer le volume de l'estomac et de l'intestin, on va faire des courts-circuits pour justement diminuer la quantité des aliments digérés. Voilà le but, l'objectif de la chirurgie. Et enfin, les médicaments pour lutter contre l'obésité, dans certains cas précis, c'est pas toujours appliqué. Le médecin peut prescrire un médicament favorisant la réduction pondérale, mais malheureusement, certains médicaments prescrits dans l'obésité se sont avérés inefficaces et dangereux. Ils sont actuellement interdits ou déconseillés. Par exemple, les diurétiques, certains laxatifs et des hormones thyroïdiennes sont maintenant interdits donc à l'application en cas d'obésité. Ces médicaments agissent au niveau du cerveau, en prolongeant l'action des neurotransmetteurs qui réduisent l'appétit, qu'on a vu tout à l'heure, et qui sont synthétisés au niveau donc de l'adépocyte, et qui vont envoyer le signal au cerveau, et au niveau de l'intestin, en réduisant la digestion et l'absorption qui peut atteindre 30%. Donc voilà l'objectif et les sites donc de réaction de ces médicaments. Donc on joue à la fois pour diminuer la quantité ingérée d'aliments et la réaction, si vous voulez, le contrôle donc de l'appétit chez les obèses. En conclusion, on peut dire que l'obésité constitue un problème majeur de santé publique, on vient de le voir tout le long de ce cours. Elle est considérée comme une maladie chronique qui se développe de façon épidémique et qui s'accompagne de nombreuses conséquences parfois dramatiques aussi bien sur le plan individuel qu'à l'échelle de la société, puisque le coût donc du traitement est trop cher. Les spécialistes la subdivisent en différents types, on l'a vu tout à l'heure, et classes pour pouvoir prédire son impact sur la santé. Son origine, on l'a vu, est multifactorielle. On a vu qu'il y a des facteurs environnementaux, des facteurs génétiques, médicaux, hormonaux, psychosociologiques, etc. La physiopathologie de l'obésité s'explique par l'incapacité de l'organisme à gérer un excès énergétique dans une société favorisant de plus en plus la sédentarité, comme la robotique, le numérique, l'intelligence artificielle qui prennent de plus en plus de place dans notre société actuelle. Et le succès thérapeutique, il est facilité par une approche multidisciplinaire, on l'a vu tout à l'heure, pendant les traitements. Et à côté des traitements médicaux classiques, la prévention et l'éducation alimentaire restent des moyens efficaces pour éviter cette maladie.